Nous allons maintenant travailler sur quelques fonctions de référence, la fonction valeur absolue, la fonction cosinus et la fonction sinus. Nous connaissons déjà, nous savons déjà ce qu'est à ce stade de l'année la valeur absolue d'un nombre, je vais le rappeler tout de même, le cosinus d'un nombre et le sinus d'un nombre. Et ce qui va nous intéresser dans ce chapitre, c'est comment vont se comporter les images des nombres x lorsque les nombres x parcourent l'ensemble des nombres réels, puisque on peut calculer la valeur absolue, le cosinus et le sinus de n'importe quel nombre réel. Alors commençons d'abord par quelques rappels. Ils seront suivis donc d'un grand 2 dans lequel on parlera de la fonction valeur absolue, et puis dans le grand 3 on parlera des fonctions trigonométriques cosinus et sinus. Alors, tout d'abord, on aura besoin, pour aborder la suite du cours, de la notion de fonction paire. Alors c'est un rappel, une fonction est paire lorsque son ensemble de définitions est symétrique par rapport à 0, et que pour tout nombre réel de cet ensemble de définitions, f de moins x égale f de x. C'est-à-dire que l'image de l'opposé, l'image d'un nombre et de son opposé sont égales. Une fonction est impaire lorsque le domaine de définition est aussi symétrique par rapport à 0. Ça, c'est pour avoir la possibilité de prendre l'opposé de n'importe quel nombre de l'ensemble de définition. Et ensuite, cette fois-ci, l'image de l'opposé d'un nombre, c'est l'opposé de l'image. En gros, si vous regardez les deux égalités que vous avez sous les yeux, dans le cas d'une fonction paire, quand vous faites l'image de moins x, c'est l'image de x, c'est-à-dire que le moins n'a pas d'influence. L'image de l'opposé, c'est l'image du nombre. Par contre, dans le cas d'une fonction impaire, vous voyez que le moins est sorti devant le f. C'est-à-dire que l'image de l'opposé, c'est l'opposé de l'image. Alors on va essayer de voir ce que ça donne graphiquement sur deux cas. Alors d'abord, des propriétés. Qu'est-ce qui se passe graphiquement lorsqu'on a ces deux propriétés, la parité et le caractère impair d'une fonction? Alors on considère une fonction f définie sur un domaine. On note CF sa courbe représentative. F est paire si et seulement si sa courbe est symétrique par rapport à l'axe désordonné. Je vais l'illustrer juste après. Vous allez voir que c'est assez évident une fois qu'on a les choses sous les yeux. Et enfin, et aussi, f est impair si et seulement si sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Voyons donc ce que ça donne graphiquement. Donc dans un repère orthogonal, on va tracer une fonction paire. Alors là, il faut me faire confiance, cette fonction-là, elle est paire. Et caractéristique donc d'une fonction paire, je choisis un nombre x sur l'axe des abscisses. Je viens ici repérer son image, f de x. Je prends l'opposé du nombre x, l'opposé du nombre que j'ai choisi au départ. C'est à peu près 2,3. Bon, là, je prends moins 2,3, à peu près. Et puis, je viens regarder son image, et je tombe sur la même image que f de x. Et donc, vous voyez la symétrie par rapport à l'axe désordonné, elle est assez... comment dirais-je? Elle est assez visible, elle est très visible sur cet exemple de fonction paire. Une fonction paire, ce qu'il faut retenir, c'est sa courbe est symétrique par rapport à l'axe désordonné. Alors voilà pour une fonction paire. Maintenant une fonction impaire. Alors là encore, il faut me faire confiance. Cette fonction, elle est impaire. Et je choisis un nombre x. Son image se trouve ici, f de x. Je prends l'opposé de x, donc moins x. Et je viens ici chercher son image. Ce que je constate, c'est que f de moins x se trouve positionné de façon symétrique par rapport à 0 sur l'axe désordonné à f de x. On a bien l'opposé, en fait le x vaut à peu près 2,3, le moins x vaut à peu près moins 2,3, l'image de 2,3 c'est à peu près 2,9,
et l'image de moins 2,3, c'est à peu près moins 2,9. Et donc vous voyez cette symétrie par rapport à l'origine du repère pour une fonction impaire. Bien, ceci étant rappelé, on va pouvoir parler de la fonction valeur absolue. Alors la valeur absolue d'un nombre, c'est en gros, très exactement, c'est sa distance par rapport à 0 lorsqu'on a placé ce nombre sur un axe d'origine 0 et avec une unité. C'est-à-dire en fait, vous placez sur l'axe des réels le nombre moins 7. La valeur absolue du nombre moins 7, c'est la distance à 0 du point d'abscisse moins 7 sur cet axe. Alors, c'est-à-dire que c'est 7. La valeur absolue de moins 12, c'est 12. La valeur absolue de 14, c'est 14. La valeur absolue de 2, c'est 2. Alors, comment dire ça de façon formelle ? Donc, la fonction valeur absolue, c'est la fonction qui a tout nombre réel x associe sa valeur absolue. Si x est un nombre strictement négatif, par exemple moins 7, sa valeur absolue, c'est 7. Et donc, sa valeur absolue, c'est l'opposé de moins 7. C'est moins 7. Donc vous voyez ici le moins x qui est écrit en haut de l'accolade. Ce moins x désigne bien un nombre strictement positif. C'est l'opposé d'un nombre négatif. Vous pouvez mettre sur pause pour y réfléchir si vous avez besoin. Dans le cas où x est positif ou nul, c'est-à-dire quand il est positif au sens large, eh bien sa valeur absolue c'est lui-même. La valeur absolue de 15, c'est 15. La valeur absolue de pi, c'est pi. Alors, ça se note entre deux barres, la valeur absolue d'un nombre réel. L'image de x est donc x entre ces deux barres. Et pour désigner cette fonction, j'utiliserai la notation deux barres avec un point au centre, qui désignera donc la fonction valeur absolue. Ça, c'est une commodité d'écriture, et je pense que c'est pas forcément difficile à accepter comme notation. Alors, sa représentation graphique à cette fonction. Donc on va la tracer dans un repère orthogonal. Donc, pour tous les nombres réels strictement négatifs, par exemple moins 3, la valeur absolue, ce sera l'opposé. C'est-à-dire ici, si j'ai pris moins 3, l'opposé de moins 3, c'est 3. Et donc, je placerai un point de coordonnées moins 3, 3. Et je le fais ainsi pour tous les nombres réels strictement négatifs. Et j'obtiens des points qui sont tous alignés avec l'origine. En fait, on a ici la représentation graphique, une partie de la représentation graphique d'une fonction linéaire, la fonction qui f de x égale moins x. Et c'était prévisible puisque, je vous rappelle que lorsque x est strictement négatif, f de x égale moins x. Donc voilà pour la première partie de la courbe. La deuxième partie, dès qu'on franchit les valeurs, le 0 en fait, pour les valeurs de x, à ce moment-là, la valeur absolue d'un nombre devient lui-même. Et donc, l'image de 1, c'est la valeur absolue de 1, c'est 1. La valeur absolue de 2, c'est 2, etc. Et donc on obtient une droite, enfin une demi-droite, ici, qui est en fait une partie de la représentation graphique d'une fonction linéaire qui est la fonction f de x égale x. Et on n'est pas surpris non plus, de par la définition, de la fonction valeur absolue sur l'ensemble des nombres x l'ensemble des nombres x positifs. Voilà donc pour la représentation graphique. Alors notez que vous n'êtes pas coutumier de ce genre de courbes qui ont une espèce de cassure là, à l'origine du repère. On en parlera un peu plus loin quand on va évoquer la notion de variation de cette fonction. Alors, quelques remarques. Quel que soit le nombre réel qu'on a choisi, la valeur absolue de x
c'est en fait égal à la racine carrée du nombre. Alors, c'est assez naturel pour des nombres positifs. La racine carrée de 3 au carré, eh bien 3 au carré c'est 9, la racine carrée de 9 c'est 3, et donc effectivement lorsque x vaut 3, la racine carrée de 3 au carré donnant 3, on tombe bien sur la valeur absolue de 3. Eh bien pour les nombres négatifs, il faut se souvenir que moins 3 lorsque je le mets au carré, j'obtiens 9, et la racine carrée de 9 c'est 3. Et donc en prenant la racine du carré, j'ai bien en quelque sorte rendu positif, j'ai fait correspondre à mon nombre de départ le nombre positif, enfin sa distance à 0 par rapport sur l'axe sur un axe des réels. Alors ensuite, si on prend un nombre réel positif cette fois, la valeur absolue c'est aussi le carré de la racine carrée du nombre. Alors, je suis obligé cette fois-ci de restreindre le domaine à l'intervalle 0 plus l'infini, parce que la racine carrée d'un nombre négatif n'a pas de sens pour vous. La représentation graphique de la fonction valeur absolue ressemble au recollement de deux fonctions affines, c'est même deux fonctions linéaires, et ce genre de fonction, où on a une courbe qui ressemble à une ligne brisée, c'est une fonction affine par morceau. On a des intervalles sur lesquels la fonction est un morceau de fonction affine. Alors, la fonction valeur absolue est paire. Sa représentation graphique est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Je crois que c'est assez évident lorsqu'on regarde la courbe. Alors bien sûr, c'est évident. Je n'utilise pas le terme évident pour dire que ça suffit pour le conclure, mais on est relativement serein sur l'issue d'une recherche de démonstration du fait que la fonction valeur absolue est paire. Bien sûr, il faut le démontrer. Alors on va le faire. On prend un nombre réel, x. L'image de moins x, c'est la valeur absolue de moins x. Et la valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x, puisque moins x et x ont la même valeur absolue, et c'est donc f de x. Et donc, la fonction valeur absolue, quand vous prenez la valeur absolue de l'opposé d'un nombre, vous obtenez la valeur absolue du nombre, et donc la fonction f est bien une fonction paire, parce qu'en plus, elle est définie sur l'ensemble des nombres réels, et bien sûr, l'ensemble des nombres réels est symétrique par rapport à 0. Et donc la fonction valeur absolue est paire. Sa représentation graphique est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors un exemple, et je vous demande donc de travailler vous-même sur des résolutions d'équations et d'inéquations. L'équation valeur absolue de x égale 3. L'inéquation valeur absolue de x strictement inférieure à 3. Et l'inéquation valeur absolue strictement supérieure à 3. Bien, passons à la suite. Parlons des variations et ici de l'extrémum de cette fonction. Le tableau de variation de la fonction valeur absolue, c'est ce tableau. Alors la fonction, elle est strictement décroissante d'abord, puis strictement croissante ensuite. Alors ça se démontre assez simplement en travaillant sur chacun des intervalles, moins l'infini 0 et 0 plus l'infini, parce que bien sûr, on a les fameuses fonctions linéaires dont on connaît les variations, dès lors qu'on connaît le coefficient directeur, le coefficient de la fonction linéaire. Et donc ici, on a un minimum qui vaut 0 en 0. Bien, à l'aide donc de ce tableau de variation, vous pouvez chercher à trouver un encadrement de 2 moins 3 fois la valeur absolue de x, lorsque vous savez que x est compris entre 2 au sens large et 5 strictement. Et un autre travail qui va être, lorsque vous prenez un nombre réel supérieur ou égal à moins 2 et strictement inférieur à 1, comment retrouver un encadrement, le meilleur possible bien sûr, de 5 fois la valeur absolue de x, moins 3.
Voilà. Et enfin, un dernier point sur la fonction valeur absolue, qui va être l'étude de la dérivabilité en zéro. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé de ce brusque changement de sens de variation de la fonction valeur absolue en zéro. Et donc, on peut se poser la question de l'existence d'un nombre dérivé en x égale 0 à la fonction valeur absolue. Pourquoi? Parce que le nombre dérivé, vous vous souvenez, c'était le coefficient directeur d'une tangente. On ne voit pas bien comment placer la tangente à cet endroit de la courbe, là, sur la cassure. Comment est-ce qu'on tracerait la tangente? Parce qu'on a vraiment une pointe à cet endroit-là. Alors on pourrait penser que c'est l'axe des abscisses, mais si on le penche un peu, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème. Enfin, voilà, c'est difficile, on a l'impression qu'il y a un problème. Donc on va regarder en détail par le calcul. Donc on va choisir un nombre réel non nul, ça vous savez, lorsqu'on veut étudier la dérivabilité d'une fonction en un certain nombre, ici en x égale 0, on va choisir h, et puis faire un taux d'accroissement, le taux de variation donc de la fonction valeur absolue entre x égale 0 et x égale 0 plus h. Et donc ce taux de variation, le voilà, c'est l'image, c'est f de x0 plus h moins f de x0 sur h, et ici x0 vaut 0, donc c'est donc valeur absolue de 0 plus h moins valeur absolue de 0, le tout sur h. La valeur absolue de 0 plus h, c'est la valeur absolue de h. La valeur absolue de 0, c'est 0. Et donc on obtient valeur absolue de h sur h. Alors, il y a deux cas à étudier, puisque la valeur absolue de h, elle dépend du signe de h. Alors d'abord, si h est strictement positif, puisque h ne peut pas être nul, alors dans ce cas-là, la valeur absolue de h, c'est h. Et du coup, le taux de variation vaut h sur h, c'est-à-dire 1. Et vous remarquerez que ici, le taux de variation vaut 1, quelle que soit la valeur de h. Alors, lorsque je fais tendre h vers 0, en gardant uniquement des valeurs de h strictement positives, h sur h vaudra toujours 1. Je vais prendre h qui vaut 0,01, ou h qui vaut 0,00001, ou h qui vaut 0,1001. Le taux de variation entre 0 et 0 plus h sera toujours de 1. Et donc, la limite quand h tend vers 0, h étant strictement supérieur à 0, du taux de variation, c'est 1. Alors voilà pour l'étude du cas où lorsque h est strictement positif. Et maintenant, si h est strictement négatif, alors dans ce cas-là, la valeur absolue de h, c'est son opposé, c'est-à-dire moins h. Et moins h sur h, c'est égal à moins 1, quelle que soit la valeur de h. Et donc, à nouveau, c'est la même considération. Lorsque vous faites tendre h vers 0 en prenant des valeurs de h strictement négatives, le taux de variation est constamment égal à moins 1. Et donc la limite, lorsque h tend vers 0 du taux de variation, c'est moins 1. Mais c'est-à-dire que on a deux limites. On a une limite lorsque h tend vers 0 en étant strictement inférieur à 0 du taux de variation qui vaut moins 1. Et lorsqu'on fait tendre h vers 0 en le prenant strictement supérieur à 0, on a 1, on obtient 1. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de limite en 0. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a une limite à gauche et une limite à droite, ou une limite par au-dessus, une limite par en dessous. Et donc, dans ce cas-là, la limite en 0, elle n'a pas de sens. Et donc, vous vous souvenez du nombre dérivé. Le nombre dérivé, on avait dit que si la limite existait et était finie, alors le nombre dérivé existait et avait un sens. Ici, il n'y a pas de limite, donc il n'y a pas de nombre dérivé. La fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0. Voilà pour la première partie du cours.